Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective Hebdo. Le Brésil va accueillir les prochaines Journées mondiales de la jeunesse en 2013. Ce pays est à 73% catholique et c'est un vaste pays avec des régions très contrastées et surtout le nord-est qui est moins développé. Le Brésil est connu pour sa lutte contre l'esclavage contemporain. En effet, même si l'esclavage a été aboli en 1888, cependant, plus de 120 ans après, on parle de travail esclave. Il y a plus de 30 ans, les évêques du Brésil ont fondé la Commission pastorale de la terre pour éradiquer la misère des paysans qui n'ont pas de terre. Pour en parler avec nous, nous avons la joie de recevoir le frère Xavier Plaça, dominicain, coordinateur de la campagne contre le travail esclave dans cette Commission pastorale de la terre, et il y travaille depuis plus de 20 ans. Il a reçu plusieurs prix pour ses actions envers la défense des droits humains par le président brésilien et par le gouvernement des États-Unis. Bonsoir, frère. Bonsoir. Xavier. Alors, merci d'être avec nous. Vous vivez à Araguaína, dans le nord du Brésil, et qui est dans l'état du Tocantins, si j'arrive bien à le dire, et près de la forêt amazonienne. Et vous êtes de passage en Ontario pour une série de conférences en lien avec l'organisme catholique Développement et Paix, qui soutient le travail que vous faites. Alors là, on parle de travail esclave, bien que l'esclavage n'existe plus, bien que le gouvernement ait pris des décisions pour arrêter. Il y a encore des personnes qui subissent cet esclavage. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Oui. C'est ce qu'on appelle la situation analogue au travail esclave ou l'esclavage moderne. Bien sûr, il comporte des différences avec l'esclavage tel qu'il se pratiquait au temps colonial, au temps impérial. Où les gens étaient enlevés de leur pays. Voilà, oui. C'était le résultat de la traite des Noirs et du travail forcé dans lequel l'esclave était une espèce d'investissement qui devenait la propriété de son maître. Ce qui, beaucoup le reconnaissent, lui garantissait peut-être plus d'attention qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est une marchandise qui n'est même pas achetée, qui est simplement usée et jetable quand elle a été utilisée. Le procédé est connu sous toutes les latitudes. Il est le résultat d'une espèce de trafic humain où des promesses sont faites à des gens qui sont dans une situation de misère. On leur propose du bon argent, un beau boulot. On leur propose de leur payer le voyage, de les emmener. Souvent, on leur confisque leurs documents s'ils en ont. Rarement, ils en ont. Et quand ils arrivent à destination, la situation est tout autre. Ils sont traités comme des animaux, ou pire que des animaux. Et c'est du travail à longueur de journée. Les journées sont très longues. Il n'y a pas de logement, c'est des baraques, des tentes, on est en pleine forêt, on boit l'eau du ruisseau ou du marigot, on partage les mêmes espaces que les animaux, l'alimentation est pitoyable, et puis on n'est pas payé. Parce qu'au moment où on pense qu'on va recevoir quelque chose, au moins, on découvre qu'on s'est endetté sans le savoir auprès du fermier, du propriétaire ou souvent de l'intermédiaire qui est embauché, qu'on appelle au Brésil un gato. Et ce gato, il a enregistré méticuleusement toutes les dépenses qu'il a faites pour vous transporter, pour vous nourrir, pour vous loger, pour vous fournir les instruments. Et au moment de devoir vous payer, il dit, en fait, tu me dois beaucoup plus que je ne te dois. Donc, tu n'as qu'une solution, c'est continuer à travailler jusqu'à avoir payé ta dette. Et donc, on se trouve dans une situation de travail forcé. Alors justement, vous avez, la Commission pastorale de la terre a réalisé un documentaire où il donne la parole à des fermiers, à des paysans. Et donc, on va en écouter un extrait. São grandes latifúndios do norte, do centro-oeste e do nordeste no Brasil. São empreendimentos que contam com tecnologia avançada e, em contrapartida, há uma precarização da relação de trabalho. Os trabalhadores são mantidos em locais sem a menor estrutura, abandonados à sua própria sorte no meio do mato. Aí nós fomos para a fazenda, chegamos na fazenda, quando eu desci do carro ele já falou que eu estava devendo R$70 para ele. Agora de que eu não sei, entendeu? Isso aí que eu quero saber. O barraco que tinha lá era bem pequenininho. No lugar de caber 5, 6 pessoas, queria colocar 13, 14, 15, uma camada de rede por baixo e outras por cima. Ali, aqui só a represa foi
A água lá, do jeito que vem do rio, ele joga dentro de uma pipa velha enferrujada, aí chega lá, joga dentro de uma caixa interna que tem dentro do chão, cheio de sapo velho, troíra, tudo de quanto que não presta. E de lá mesmo, cheio de cabeça de prego, a cozinheira bota dentro de uma garrafa e daquele jeito nós temos que beber. Era dessa água que era feita, que tinha que banhar, cozinhar e beber. Carregando uma história mais ou menos de 50 a 60 quilos para jogar em cima do carro, coisa absurda, coisa que é para maquinário, usa o ser humano, que você fica praticamente arrebentado. Aí eu passei 60 dias e aprontei 10 gaiolas. Meu dinheiro é R$1.000, aí ele foi e me deu R$100. Aí eu falei para ele, moço, isso aí é serviço escravo. Ele falou para mim, disse, não, o que tu quer dizer com isso? Tu quer dizer que tu vai dar queixa? Direito de maranhense aqui é um tiro de uma espingarda calibre 36 que eu tenho lá no meu barraco. Aqui pode faltar feijão para o trabalhador, mas o cartucho para matar um aqui não falta. C'était donc un extrait du documentaire réalisé par la Commission pastorale de la terre au Brésil qui s'appelle Bounded by Promises, ou plutôt lié par des promesses ou ficelé par les promesses. Donc dans ce documentaire, on voit bien comment les personnes sont liées, ne peuvent plus partir, sont vraiment, se méfient ensuite et sont dans des conditions épouvantables. Ils travaillent le charbon comme des bêtes, enfin, alors que ça pourrait être fait par des machines. Hein. Ce qui frappe dans les témoignages de ces travailleurs, c'est l'humiliation qu'ils ressentent. Hein. Peu d'entre eux se plaignent d'abord de la liberté qu'ils n'ont plus, mais de l'humiliation. Quand on leur demande « mais pourquoi vous avez attendu 2 mois pour fuir, comment vous avez réussi à supporter ?» C'est qu'un certain jour, quelque chose a basculé. Oui. Puis ils sont menacés de mort aussi. Oui, oui. Le type m'a traité comme une bête. Hein, et ça, on sent très bien que l'humanité est en cause. Et c'est ce sentiment très violent qui provoque indignation, qui provoque l'envie de faire quelque chose. Et ça, sans doute, qui a été la motivation première de la Commission pastorale de la terre, à considérer que ça, c'était une des priorités dans la lutte pour la dignité, pour les droits des travailleurs. Alors quel est votre rôle à vous exactement? Vous allez les voir Eh bien, nous avons comme première mission recevoir ces travailleurs qui nous cherchent, qui arrivent dans nos équipes qui sont disséminées dans l'Amazonie, hein, dans les différents États d'Amazonie. Et c'est les accueillir, leur fournir un peu de secours, un peu d'alimentation, un peu de sécurité, les écouter longuement, comprendre ce qui s'est passé, vérifier que c'est sérieux, hein, parce que parfois il pourrait y avoir des histoires mal contées aussi. Et si c'est sérieux, envoyer ça rapidement aux autorités pour qu'elles envoient une équipe d'inspection pour libérer les autres travailleurs. Parce que ce travailleur qui est venu, il a fui tout seul, mais il a laissé 15, 18, 50 travailleurs qui attendent que quelque chose se passe. Alors, grâce à l'action initiale de la CPT qui a fait pression sur le gouvernement pour que cette situation change, quelques instruments de politique de lutte contre l'esclavage ont été mis en place depuis 1995 et surtout depuis 2003. Dans notre mission, c'est de faire appliquer ces politiques, de les améliorer, de participer à différents espaces au niveau fédéral et au niveau également provincial, où nous puissions aussi faire participer de nouvelles institutions dans cette lutte qui exige beaucoup plus qu'une seule institution et qui exige qu'on s'attaque aux causes profondes. Il y a 3 grandes raisons qui maintiennent l'esclavage. Si on considère, si on laisse de côté l'aspect culturel qui est antique au Brésil, ça fait 500 ans d'esclavage, donc on n'en sort pas indemne. Mais les causes actuelles, c'est quoi? C'est la misère, c'est la grande misère de milliers de familles qui n'ont pas d'autre alternative quand quelqu'un se présente pour leur offrir du boulot que de dire « oui, j'accepte, n'importe quel boulot vaut mieux que rien du tout ». Ces familles sont des familles sans terre, sans accès à l'éducation, sans accès à la santé. Hein. Alors qu'il y a plein de terres au et bien sûr, c'est un scandale. Il y en a 3% des propriétaires ont la moitié des terres, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est le premier problème. Mais cette misère, justement, elle ne tombe pas du ciel.
elle résulte de cette concentration millénaire, séculaire au Brésil, et d'un modèle de développement qui continue à concentrer la richesse. Hein, ce mode de développement qui est connu comme agrobusiness, hein, où le agro signifie business, signifie profit. Hein. Nous voyons ça tous les jours, l'expansion de la frontière agricole sur la forêt, la destruction de la forêt avec toutes les conséquences environnementales, ouais. Hein, le réchauffement de la planète, il est là aussi. Donc c'est un crime conjoint, on pourrait dire, c'est un crime environnemental en même temps qu'un crime contre la dignité humaine. Et puis il y a une troisième raison, si on ajoute à la pauvreté cet appétit du lucre, qui est, disons, l'appétit du profit, qui est le moteur principal de notre modèle de développement, c'est l'impunité, le troisième. Parce que l'impunité crée un climat d'acceptation, disons, ce crime est acceptable, ce crime peut continuer, il n'y a pas de risque. Normalement, on veut punir ça. Oui, oui, mais il y a des grands obstacles parce qu'au Brésil, les propriétaires de terre sont aussi détenteurs de beaucoup de pouvoir et on ne fait rien sans eux. Par exemple, il y a un texte actuellement qui est à l'arrêt au Congrès depuis 10 ans qui permettrait de confisquer la terre de celui qui pratique le travail esclave, qui dirait d'une forme bien claire et symbolique, ici au Brésil, la propriété ne vaut pas plus que la dignité. Ce qui vaut le plus, c'est la dignité. Eh bien, ce texte, il est paralysé. On ne l'examine même pas, on ne le met même pas en discussion pour le voter. Alors, vous ressortez toujours ce texte? Bien sûr, bien sûr. Notre campagne vise à faire savoir. Le titre de notre campagne, il est écrit là sur cette petite brochure qu'on distribue aux travailleurs. Abra o olho para não virar escravo. Ouvre l'œil pour ne pas devenir esclave. C'est un message adressé d'abord aux travailleurs, soit plus malin que le type qui veut tromper, mais c'est un message adressé aux autorités et à la société en général. Ouvrons l'œil, tirons cette chose de l'invisibilité et de la honteuse invisibilité où nous cherchons à la maintenir, où certains cherchent à la maintenir, et nous avons tous les moyens dans le Brésil contemporain de mettre fin à cette situation. On dit au Brésil, nous avons le fromage et le couteau en main. Alors qu'est-ce qu'on attend? On attend une volonté politique plus claire et une mobilisation sociale pour que ça s'arrête. Et vous faites des formations dans ce sens-là? Bien sûr. Alors, c'est le gros de notre travail, c'est du travail de prévention. Hein. Nous essayons de multiplier les acteurs de ce combat dans les autres mouvements sociaux, dans les associations, dans les commissions des droits de l'homme. L'Église elle-même, par le biais de la conférence épiscopale, a créé depuis 2 ans un groupe de travail national qui tâche d'impliquer tous les diocèses, et il y en a plus de 300 au Brésil, hein, dans cette tâche de mettre fin à l'esclavage moderne. Il y va un peu de notre foi, je dirais. Hein. Comme dominicain, je suis heureux de rappeler qu'il y a 500 ans exactement, en 1511, en décembre 1511, le frère Antonio de Montesinos condamnait de la forme la plus radicale et brutale l'esclavage dans l'île qui est aujourd'hui celle de Saint-Domingue et de Haïti, hein, en disant, mais ces gens-là, ne sont-ils pas des hommes? N'ont-ils pas une âme comme vous? Ne sentez-vous pas qu'ils sont aussi fils de Dieu? Comment vous pouvez vous dire fils de Dieu si vous continuez à traiter des gens ainsi, comme des animaux? Puis surtout que le Brésil est très catholique. Oui, c'est ça et s'il n'est pas catholique, il est chrétien d'une forme générale, parce que ceux qui ne sont pas catholiques sont évangéliques. Donc, en théorie, nous professons la foi au Dieu Yahvé qui s'est manifesté à nous, libérant des esclaves. Et oui, ce passage très fort de Luc. Bien sûr. Et donc là, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un lien entre nous aussi, notre consommation d'acier, qui est liée au charbon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici au Canada? Oui, et c'est une des questions que très souvent les publics que je rencontre ces jours-ci m'interrogent. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et je réponds, mais d'abord, ouvrons l'œil. Hein, ouvrons l'œil ensemble. Êtes-vous sûr que cette réalité du travail esclave est si lointaine que vous le pensez? Êtes-vous sûr qu'au Canada, cette situation n'existe pas un peu aussi? Avez-vous entendu parler, il y a 3 semaines, 1 mois, d'une information véhiculée par la BBC qui citait le cas d'une Éthiopienne maintenue en esclavage domestique au nord de l'Ontario?
il est probable que parmi les nombreux travailleurs immigrants qui arrivent au Canada, certains y viennent parfois dans des conditions qui mériteraient d'être regardées à deux fois. Nous sommes connectés avec le problème de l'esclavage mondial, global. Pourquoi? Parce que l'économie globale se nourrit de cela. Il y a 27 millions d'esclaves dans le monde. 25 000, 50 000 au Brésil, ce n'est pas la majorité. Mais les produits sur lesquels l'esclavage est identifié, les filières de production, comme on dit, elles nous atteignent. Le café que je bois, le chocolat que je croque, le coton de mon vêtement, l'acier de ma voiture, de ma bicyclette ou de ma machine à laver, et la viande que je mange, il y a une certaine probabilité que dans leur filière de production, si les grandes chaînes de commercialisation n'y prêtent pas attention, il y ait eu du travail esclave. C'est d'ailleurs un des grands instruments de lutte contre l'esclavage que nous essayons de promouvoir au Brésil. C'est un pacte national des grandes entreprises contre l'esclavage. C'est un engagement des entreprises à dire si quelqu'un parmi mes fournisseurs est impliqué dans une filière de production où il y a de l'esclavage, j'arrête d'acheter. J'arrête absolument. Je le boycotte. C'est une chose que nous, consommateurs, nous aurions le pouvoir de faire si nous décidions d'acheter, par exemple, exclusivement des produits qui ont un label de fair trade, de commerce juste, pour nous assurer que réellement, tout au long de la filière de production, on prête attention à cette question, plus qu'à tout autre. Plus qu'à la question de est-ce que c'est moins cher, est-ce que je vais profiter davantage, est-ce que mon profit va être plus élevé. Donc, il y a quelque chose de plus grave. Est-ce que je vais respecter la dignité d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants, sous d'autres latitudes, à travers mon acte d'achat? Et il y a aussi une autre manière de s'impliquer dans ce problème, c'est d'interroger nos propres hommes politiques. Qu'est-ce qu'ils font sur ce sujet? Quelle est leur position? Est-ce qu'ils appuient les efforts internationaux ou nationaux pour combattre l'esclavage? Est-ce qu'ils appuient au niveau de la coopération les agences, les mouvements, les organisations qui luttent contre l'esclavage? Il y a ici au Canada cette organisation qui a organisé mon voyage, cette visite, Développement et Paix. Oui. Quel soutien elle reçoit du Canada? Quel soutien elle reçoit de la société, de l'État canadien? Est-ce que nous pouvons changer quelque chose par notre vote, par notre pression, par notre mobilisation? Les évêques soutiennent oui, bien sûr. Puis il y a des communautés religieuses aussi qui soutiennent beaucoup, enfin qui réfléchissent beaucoup au trafic humain. Puis des réseaux aussi de responsabilité sociale qui commencent à interpeller les entreprises. Mais en fait, c'est se rendre compte que notre consommation est liée à d'autres. Personne n'est sur une île et personne ne peut dire ça ne me regarde pas. Et au niveau des jeunes, est-ce que vous faites quelque chose plus spécialement ou pas? Nous avons des programmes qui sont destinés de manière prioritaire vers les professeurs de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire. L'idée est que ces professeurs eux-mêmes inventent des formes créatives d'inclure de manière transversale dans leur enseignement, dans les activités pratiques, artistiques ou culturelles qui sont proposées dans l'école, des initiatives par lesquelles les élèves vont prendre conscience de cela. Il y a un programme auquel nous participons qui est réalisé par une ONG brésilienne qui s'appelle Reporter Brasil, qui fait un excellent boulot auprès des professeurs. Et nous avons récemment réalisé comme couronnement, disons, d'années de travail de prévention auprès de ces professeurs, une espèce de grand concours de l'abolition, un festival de l'abolition, où nous avons invité les élèves, leurs professeurs et d'autres groupes qui avaient participé à des actions de prévention à montrer du théâtre, de la chanson, du dessin, de la peinture, par lequel ils exprimeraient ce qu'est le travail esclave et ce qu'est combattre le travail esclave. Et on est sûr que par ce type d'action, les enfants, les jeunes qui vivent cela, premièrement, changent de regard sur la société. Et quand ils rentrent chez eux, quand il
focalisé ce programme sur les régions les plus affectées par l'esclavage. Vous pouvez imaginer l'enfant qui montre à son père, papa, il ne faut plus que tu ailles travailler dans des fermes que tu ne connais même pas, il faut que tu te renseignes mieux. Regarde ce qui est arrivé à celui-ci, regarde ce qui est arrivé à celui-là. Hein? Et ça, c'est un message on ne peut plus puissant. Ce sont les meilleurs avocats qu'on puisse avoir, ces enfants. Et là, pour le moment des JMJ qui se préparent, qui arrivent donc dans votre pays, est-ce qu'il va y avoir cette question qui va être Bon, j'imagine que si, parce que comme c'est une question qui, au niveau mondial, est très importante, au niveau brésilien, notre épiscopat l'a choisi comme une question prioritaire, y consacrant un groupe de travail. Nous avons notre commission pastorale de la terre, qui également appartient à la conférence épiscopale et qui est, je dirais, une référence, en toute humilité, pour la lutte qui a été menée au cours de ces 30 années. Hein. Je pense que si nous y regarderons de très près, en plus, comme les JMJ arrivent dans un contexte aussi où arrive la Coupe du Monde et d'autres événements sportifs au Brésil, il y a fort à parier que le trafic de personnes, le trafic humain, risque aussi d'être au rendez-vous. Donc il va exiger de nous une énorme vigilance et d'ouvrir l'œil plus que jamais. Alors une dernière question, parce que vous êtes dominicain, donc vous parliez d'un autre dominicain qui voulait abolir l'esclavage déjà il y a 5 siècles, et vous venez de France. Comment est-ce que vous êtes arrivé au Brésil? Bien, en vérité, j'ai toujours eu une image positive du Brésil. Enfant, je me projetais un peu en mission. Et puis ensuite, je suis passé par le 68, je suis de la génération de 68, de la révolution étudiante. Je me suis mis à travailler en France pendant 15-20 ans et un jour j'ai découvert la situation du Brésil où un de mes collègues dominicains travaillait déjà à la commission pastorale de la terre et j'ai eu l'occasion d'un voyage dans une circonstance un peu pénible mais qui s'est révélé être pour moi ce qui m'a provoqué à venir au Brésil. J'ai été chargé en 83 de ramener au Brésil la dépouille mortelle d'un de mes frères dominicains qui était un des martyrs du régime militaire. Après avoir été torturé, banni, il avait fini par se donner la mort en France. Et en retournant au Brésil en 83, quand la dictature militaire était près de sombrer, l'Église voulait dire cet homme n'a pas lutté en vain. Il s'appelait Tito de Alencar. Et son expérience, son histoire m'a beaucoup marqué et qui sait, j'ai voulu d'une certaine manière continuer la lutte qui a été interrompue, son histoire interrompue et l'occasion en a été cette expérience que j'ai faite de découvrir en 83 le travail fantastique que la commission pastorale de la terre faisait auprès des paysans du Nord, dans une région connue comme le bec du Perroquet, où la violence était telle de la part des grands propriétaires qui pourchassaient les petits paysans établis sur des terres qu'ils voulaient transformer en pâturage, que je me suis dit, bon, il est plus important sans doute que je sois ici, que je revienne, et j'ai ensuite réussi à convaincre mes frères à me laisser partir en mission, pour une mission qui n'était pas du tout celle que j'avais imaginée enfant, et qui, je dois dire, m'a fait découvrir un peuple extrêmement courageux, une foi extrêmement rénovée, hein, où l'histoire qui se lit dans la Bible, parfois vous pouvez la lire à livre ouvert dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui m'a motivé, et c'est ça qui continue à me motiver, une foi qui est, qui peut se résumer en Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre liberté. Vous libérez les esclaves, hein, ce que vous dites, et puis aussi, donc c'est en souvenir de ce frère Tito que oui. Et je crois que c'est une manière de nous libérer nous-mêmes. Qui pourrait dire je suis chrétien, se regarder dans une glace et penser mais il y en a d'autres égaux à moi et qui sont dans cet état? Non, c'est insupportable. Merci beaucoup, frère Xavier, d'être venu nous donner votre témoignage et nous interpeller, hein, voir comment nous aussi nous sommes liés à nos frères et sœurs du Brésil.
Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.